Il va faire du bruit ce film, et c'est bien normal, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à en dire, hein. On le voit, de toute façon, on voit que ça a été un gros bordel en coulisses, mais mine de rien, en vrai, ça fait quand même du bien de voir ça au cinéma, quoi. Il se peut que je sois un obstacle à l'avenir de la France. J'ai déjà peur de la miniature très gênante de Clapman avec un mauvais jeu de mots sur la Gaule, putain. Bon, alors la bataille de Gaulle, première partie, c'est clairement un film qui va faire beaucoup jaser, je pense. Ne serait-ce que par son ampleur, ne serait-ce que par sa genèse, et ne serait-ce que parce qu'il arrive avec un gros statut quand même. On sait que c'est le film le plus cher de l'histoire de Pathé, on sait que Pathé il cherche à mettre en valeur un certain roman national, à mettre en valeur l'histoire et la culture française, c'était le cas avec l'adaptation des Trois Mousquetaires, partie 1, partie 2, c'était le cas avec Le Comte de Monte Cristo, là il s'attaque à une grande figure nationale qui est le général de Gaulle, et leur idée c'est de parler de ça dans des grands blockbusters à la française entre guillemets. Alors, De Gaulle, c'est 2 films de quasi 3 heures par film, c'est un budget officiel de 75 millions pour les 2 films, on sait qu'officieusement on est plus proche des 90 millions, c'est un tournage qui s'étale sur plus d'1 an quand même, et surtout, c'est ce qui perso moi m'intéresse le plus et me donnait clairement le plus d'espoir pour le film, c'est un sacré réalisateur à la barre, faut le dire. Antonin Baudry, un mec que je trouve être quand même assez fascinant. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, hein, on sort 2 vidéos par semaine, c'est toujours ce ton-là, si le ton vous plaît, faut suivre la chaîne. Et donc, Antonin Baudry, ancien diplomate, créateur aussi de la BD Quai d'Orsay, qui a été adaptée au cinéma par le regretté Bertrand Tavernier, réalisateur aussi du plutôt très bon Le Chant du Loup, et ici, Antonin, il se retrouve quand même à la tête d'une énorme machine, hein. Une machine qui a, comme je l'ai dit, été un gros bordel en coulisses, c'est un secret pour personne, énorme dépassement de budget, changement de producteur exécutif en plein tournage, démission du chef opérateur en plein tournage, tous les assistants mis en scène qui se retrouvent virés, enfin bref, c'était quand même un sacré tintouin. La question c'est, est-ce que ça se voit sur le résultat final? Clairement, ouais, et c'est quand même bien dommage, quoi. As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Bon alors sans surprise, hein, le film nous plonge en 1940, au moment où la France s'effondre et signe l'armistice, et un homme va refuser de céder et va fuir vers Londres pour organiser la résistance. Cet homme c'est le général de Gaulle. Et on va commencer cette critique sans aucun suspense. Antonin Baudry, c'est quand même un cinéaste que je trouvais très intéressant. Et en fait, lui, clairement, dans De Gaulle, il a des idées de mise en scène, il a des vraies idées d'écriture, il sait quel regard il veut poser sur cet homme. Il cherche vraiment une ampleur, une espèce de densité thématique, une densité visuelle, une vraie incarnation, une vraie proposition. C'est un film qui a beaucoup de parti pris, et qui pose un regard sur son sujet. On est vraiment face à un film ambitieux, hein, pas que visuellement, mais thématiquement et narrativement, même dans son désir de mélanger les genres, d'être un thriller, un film politique, un drame, une comédie, hein, même, parfois. Et moi, j'aime bien ça, j'aime bien cette ambition-là. Le problème, c'est que, ouais, cette ambition, elle a quand même des effets secondaires. Et en fait, cette ambition, elle doit finir par dévorer le film. Parce qu'à vouloir être à la fois grande fresque patriotique, grand spectacle, blockbuster militaire, drame intime, récit pédagogique, on va dire, sur la naissance de la France libre, ben, L'Âge de Fer devient une œuvre assez hybride, et paradoxalement, ce qui fonctionne le mieux dans le film, ce qui fonctionne le mieux dans ce film-là, n'est jamais ce qu'il essaye d'imposer au spectateur. Je vais m'expliquer. Dès que le film essaye d'être épique, monumental, genre grand cinéma historique français, grand blockbuster épique, bah ça marche beaucoup moins que lorsqu'il revient aux coulisses de la politique, au dialogue, au jeu de pouvoir, où là, par contre, le film devient d'un coup beaucoup plus passionnant, quoi. En fait, j'en reviendrais presque à me dire que le film aurait sans doute été meilleur avec un plus petit budget, parce que clairement, les séquences les plus réussies de De Gaulle sont les séquences qui se passent dans un bureau avec 2 personnages qui parlent, en fait. Clear now, De Gaulle's kingdom, so-called empire, hasn't any subjects. Donc on va parler de mise en scène directement, avant de parler du traitement de De Gaulle, du casting, de l'écriture, parce qu'en termes de mise en scène, c'est quand même un film qui est, je trouve, assez paradoxal, quoi. Comme je l'ai dit, L'Âge de Fer est un film qui est bien plus passionnant lorsqu'il accepte d'être un film de bureau, un film de dialogue, un film
de coulisses politiques, avec des hommes qui sont enfermés dans une pièce et qui tentent de sauver ou de recréer une nation. Clairement, les meilleures scènes, c'est des confrontations verbales, c'est des humiliations diplomatiques, c'est des débats entre alliés, entre Churchill, entre De Gaulle. Et c'est là où Baudry retrouve ce qui faisait, je trouve, la force du Chant du Loup, sa capacité à créer un vrai suspense à partir de dialogues, à créer une tension par les rapports hiérarchiques et par la mécanique du pouvoir militaire, par les stratégies d'influence. Là-dessus, moi je trouve que De Gaulle est très réussi, et vraiment il fonctionne beaucoup mieux lorsqu'il cesse d'essayer un peu désespérément d'être spectaculaire, parce que plus Baudry va chercher le grand souffle épique, plus le film devient artificiel, plus il revient à l'intimité politique et au jeu de pouvoir, plus le film devient puissant. C'est là, en fait, c'est dans ces séquences-là que on retrouve le vrai cinéma dans l'âge de fer, avec une mise en scène très forte, qui traduit très intelligemment, je dirais, cette idée d'enfermement bureaucratique, cette idée aussi sur le personnage de Gaulle, mais ça je vais en parler plus en détail, avec des cadres hyper rigides, des cadres ultra surchargés, des cadres toujours étouffants, où De Gaulle n'a juste pas sa place en fait. La France n'est pas un enfant, monsieur le président. Elle a toujours continué à se battre. Je veux dire, le vrai sujet du film, c'est pas la guerre, c'est même pas De Gaulle au sens traditionnel du biopic. Le vrai sujet du film, c'est la construction d'une image politique. La naissance d'un homme qui comprend qu'il doit devenir un symbole avant d'être même un dirigeant ou un leader. Mais d'abord, il doit être un symbole pour incarner une idée. En l'occurrence, l'idée de résistance, l'idée de liberté. Et l'acteur qui interprète De Gaulle, c'est-à-dire Simon Akbarian, il est extraordinaire dans cette approche. Et il est dirigé à la perfection aussi, je trouve. Il joue, en fait, un type immense, hyper rigide, hyper encombrant, qui est beaucoup trop grand par rapport au décor dans lequel il évolue. Je veux dire, il y a un jeu sur la verticalité de l'acteur qui est intéressant, parce que c'est presque une anomalie dans les cadres. Baudry, il utilise constamment les couloirs très étroits, des plafonds bas, des bureaux trop petits, pour transformer De Gaulle en silhouette un peu inadaptée aux bureaux dans lesquels on le cantonne. Et c'est précisément parce que Baudry, par exemple, adapte sa mise en scène aux obsessions du personnage qui déteste toute cette politique, qui a envie d'être sur le terrain et de faire quelque chose de très utile, que là, on comprend qu'on est face à une mise en scène réfléchie et pensée, quoi. Et ça va de pair avec un vrai regard sur De Gaulle. Je veux dire, De Gaulle, c'est parfois même un personnage... alors, il est en permanence obsédé. Je veux dire, quand il dit que la France, c'est moi, quand il impose sa présence dans des réunions où personne ne veut vraiment lui, ou même, la mise en scène nous l'a montré, il a pas trop sa place, quand il transforme son isolement politique londonien en espèce de narratif de résistance, je veux dire, De Gaulle, il y a un vrai regard sur le cinéaste, il est filmé comme un homme absolument obsédé qui refuse complètement la réalité du monde dans lequel il vit, et ça fait du bien d'avoir un vrai regard sur ce personnage-là. Je suis seul face à l'Amérique, et seul l'Amérique compte. Et donc, ce regard-là, il est intéressant, ça c'est sûr. Mais c'est là où, en fait, c'est un peu paradoxal, encore une fois. Et c'est là où je comprends, et où on voit que le film a quand même dû être un sacré bordel en tournage. Et qu'on sent même les envies de pâté, derrière, de faire un grand roman national sans aucune ambiguïté. Alors, le film cherche parfois, comme je l'ai dit, à un peu désacraliser De Gaulle. On le voit, en fait, de mettre un peu à mal le narratif un homme isolé, seul contre tous. Mais le film peut faire ça, et dans le même temps, il veut le mythifier absolument. Il veut montrer ses erreurs tout en préservant sa grandeur historique. Et cette hésitation, elle finit, en fait, je dirais presque par contaminer un petit peu tous les procédés du film. De Gaulle est parfois une figure très très complexe dans ce film, un peu mégalomane, très visionnaire évidemment, mais aussi très orgueilleux et manipulateur, avant que, boum, le film coupe et ne revienne à une représentation beaucoup plus consensuelle du sauveur de la France absolue. Du coup, le film semble parfois avoir peur de pousser ses idées jusqu'au bout, et ça me frustre en fait. Et ça a d'autres conséquences. Le film échappe pas, en fait, je dirais, à certains problèmes de beaucoup de biopics, c'est-à-dire leur envie de absolument tout raconter. C'est le syndrome un peu typique des grands biopics historiques contemporains. La peur du manque, la peur de frustrer un peu, je dirais, le spectateur en oubliant ou en mettant de côté tel ou tel passage historique, ou tel personnage historique, tel ou tel moment célèbre. Le résultat, c'est que tu te retrouves quand même souvent face à quelques petits passages obligés, très prévisibles et un petit peu traités par-dessus la jambe, dont on voit qu'ils sont là, pas tant parce qu'ils intéressent le réel, mais parce qu'ils sont obligés d'être là. Le film sait jamais vraiment trop choisir entre ces intrigues secondaires, et c'est dommage, ça donne vraiment un sentiment que le film échappe un petit peu au réalisateur qui avait pourtant des super idées, quoi. Les intrigues secondaires, elles se multiplient, notamment celles autour des débuts de la Résistance, mais sans jamais vraiment trouver leur place. On comprend, je veux dire, ce que cherche Baudry, notamment quand il filme Paris, il veut montrer la naissance simultanée d'un imaginaire de résistance gaulliste sur le terrain, alors que De Gaulle, lui, est cantonné au bureau et devient une sorte
d'image politique plus qu'un réel dirigeant. Ça peut être brillant en vrai de montrer les conséquences concrètes sur le terrain de l'influence de De Gaulle. Mais c'est carrément un autre film en fait, et du coup comme il a pas le temps de traiter ça, il traite ça un petit peu par-dessus la jambe, même très inégal, et en fait, c'est vraiment quand le film veut être un grand blockbuster historique que là, il me perd complètement. Clairement, là, c'est le moment où ça se dérègle, parce qu'en fait, on sent que ces séquences... Antonin Baudry, en fait, il doit en permanence, on a l'impression, justifier le budget du film. Il doit en permanence montrer que, le film, il a coûté cher, tiens, regarde, ouais, mais bon, qu'est-ce que ça apporte, finalement, cette séquence-là? T'as quand même une espèce d'obsession de la production value, t'as quand même une obsession du plan qui cherche à montrer que le film a coûté cher. Bon, en fait, L'Âge de Fer, il souffre beaucoup de cette obsession du gigantisme qui est parfois un petit peu mal placée et qui n'offre pas de séquences très très intéressantes, honnêtement. On voit la volonté de faire du grand cinéma de guerre, mais on voit pas la tension qui devrait l'accompagner. Et bon, c'est frustrant parce qu'il y a quand même un vrai talent visuel derrière tout ça. Certains plans sont magnifiques, la photographie a une vraie ampleur qui est rare dans le cinéma français contemporain. En même temps, avec cette tunasse, tu m'étonnes. Et oui, Baudry, il a le sens de la composition, mais je veux dire, il surcharge tellement son film avec ces séquences-là. Il oublie de faire simple alors que son film n'est jamais aussi bon que quand il fait simple. Clairement, le film aurait, je pense, gagné à être plus resserré, plus politique, presque, moins obsédé par son statut de superproduction historique française qui doit absolument faire grand, parce que c'est ce qui empêche le film d'être un vrai bon film à mon sens. You chose our side, the side of freedom. You see a child attacked by savages, you step in. Et pourtant, même ce défaut, même cette contradiction, elle rend le film beaucoup plus intéressant que beaucoup d'autres films ou de productions que j'ai pu voir là-dessus, comme Les Trois Mousquetaires partie 2, comme... je pense que Moulin, ça va pas être grandiose non plus, honnêtement. Parce qu'au moins, en fait, dans ce film-là, il y a une tentative. Il y a plusieurs tentatives même. Mais là, il y a une tentative de penser la fabrication du mythe de De Gaulle plutôt que de simplement le célébrer ou l'illustrer. Parce qu'on sait que juste un film qui illustre juste, c'est un film lâche. Et j'irais même jusqu'à dire, quand on parle de figures ou d'événements aussi importants et aussi politiques, mais en fait, ne pas avoir de regard, c'est de la lâcheté. Et bon, ça, je l'ai déjà dit pendant 20 minutes sur un certain film qui m'a valu... Vous savez ce que ça m'a valu, on va pas retourner là-dessus. Mais je veux dire, ici, en fait, au fond, ce film-là, il est probablement beaucoup plus passionnant, en fait, je dirais, dans ses ratés, que beaucoup de productions françaises hyper calibrées, comme certaines qui sont sorties récemment. C'est un blockbuster historique, un thriller politique contemporain, un grand spectacle et une déconstruction, quand même, du mythe gaulliste. Et forcément, c'est beaucoup. Tout ne va pas tenir dans 2h30. Mais au milieu de cette démesure-là, il y a quand même un vrai cinéaste qui comprend l'essentiel, qui essaie de faire un grand divertissement populaire aussi à partir de l'histoire de France, qui s'est filmé. On n'est absolument pas sur un téléfilm là par contre. Alors oui, moi j'aurais aimé un peu moins de gigantisme, un peu trop démonstratif, moins de scènes qui sont juste là clairement pour montrer le budget ou pour faire intervenir un Kassovitz. En fait, je pense que le film aurait gagné à faire et à accepter de faire ce qu'il fait de mieux, observer la naissance d'un monstre politique, d'un homme qui va imposer son propre récit, parce que c'est là où le film est le plus fort. J'ai un film bonus pour vous, comme d'hab, vous le savez, j'ai toujours un film bonus pour vous, les critiques d'actu. Là, j'ai un gros morceau. Un film français aussi, qui se passe dans la même période et qui a quand même un regard que je trouve absolument dingue sur cette période-là. Là, on est moins sur le personnage de De Gaulle que sur la période qui est décrite. Ce film réalisé par Louis Malle, il s'appelle Lucien Lacombe. Là, clairement, dans Lucien Lacombe, on va filmer un moment historique très très important, à hauteur d'homme, dans toute sa confusion morale, dans toute son côté presque terrifiant. On y suit Lucien Lacombe, qui est un jeune paysan du sud-ouest, qui retourne pour quelques jours chez ses parents en juin 44. Son père, il a été arrêté par les Allemands, et sa mère vit avec un autre homme. Lui, il veut devenir résistant. Il veut rentrer dans le maquis, il veut résister contre l'oppression, sauf que face au risque, on refuse son entrée dans la résistance. Et du coup, en fait, il va se laisser entraîner dans la collaboration. Il va rejoindre la Gestapo après avoir été empêché de rejoindre la résistance. Un peu par opportunisme, un peu aussi par ignorance, suite à un interrogatoire hyper habile. Mais je veux dire, ça, c'est un truc hyper intéressant sur le papier. C'est un point de départ assez fascinant quand même pour un film. Et Louis Malle, il va complètement refuser le spectaculaire, lui. Il va filmer les couloirs, les silences, les petits arrangements politiques assez dégueulasses, le quotidien qui est hyper médiocre, mais pourtant qui fabrique
avec l'histoire avec un grand H. C'est un film qui comprend aussi que les grandes périodes historiques, c'est pas seulement des discours héroïques, des grandes scènes iconiques, des grandes batailles, c'est des gens complètement perdus, à la moralité très très ambiguë, hyper contradictoire, qui improvisent au milieu du chaos et du bordel, quoi. Et c'est précisément ce qui rend le film très très puissant, alors qu'il a quand même une mise en scène d'une sobriété totale. C'est juste la naissance du pire dans un quotidien très ordinaire, et vraiment c'est un gros morceau de cinéma. Voilà les amis, écoutez, De Gaulle, je suis mitigé, mais quand même, presque, j'ai envie de dire, agréablement surpris. Le film a quand même des vraies qualités que j'avais pas anticipées, et il manquait pas grand chose, il manque vraiment un regard et un traitement qui s'émancipe un petit peu du spectaculaire voulu par Pathé, pour qu'on soit face à quelque chose de très très bien. Mais en l'état, je trouve que ça vaut largement le coup. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater des vidéos qui vont sortir. Vous savez qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne aussi, chaque petit don aide énormément. Je suis aussi sur Instagram très actif. Les amis, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.